Mes parents se sont servis de moi toute ma vie, puis ont essayé de me refiler la dette de 43 000 € de ma sœur, mais ce que j'ai révélé ensuite a fait voler en éclats tout ce qu'ils avaient construit. Je m'appelle Théo, j'ai 30 ans, et si vous demandez à quiconque me connaît, ils vous diront que je me débrouille seul depuis l'âge de 18 ans. J'ai payé mes propres études universitaires, travaillé d'arrache-pied et jamais demandé d'aide à mes parents. Mais apparemment, cela ne signifie pas que je peux vivre ma vie en paix. Non, cela signifie simplement que je suis le solutionneur de problèmes de la famille par défaut. Tout a commencé lorsque ma mère m'a appelé à l'improviste. Maintenant, ma mère, Lorraine, n'appelle pas pour bavarder. Elle n'est pas le genre de mère qui appelle pour demander comment s'est passée ta journée ou ce que tu as mangé à midi. Si elle appelle, c'est que quelque chose ne va pas et qu'elle a besoin que je répare. Alors, quand son nom est apparu, je savais déjà que ça n'allait pas être bon. J'ai répondu et elle s'est lancée directement dans une conversation banale et gênante, ce qui n'est pas du tout son genre. « Salut Théo, comment va le travail ? » Toujours dans la finance, demanda-t-elle, comme si elle n'avait pas ignoré la description de mon poste pendant la dernière décennie. J'ai joué le jeu parce que j'étais curieux. Oui, maman, toujours dans la finance. Qu'est-ce qui se passe ? C'est laquelle a lâché le morceau. Ta sœur a des ennuis. Maintenant, j'aimerais pouvoir dire que j'ai été surpris, mais ce n'était pas le cas. Ma sœur Sophie, 27 ans, a une longue histoire de création de chaos et s'attend à ce que tout le monde nettoie derrière elle. Au fil des ans, ces dégâts n'ont pas été que des inconvénients mineurs, ce furent de véritables catastrophes qui semblent toujours retomber sur mes épaules. Prenez la fois où elle a emprunté ma voiture sans demander, pour finir par l'accidenter en envoyant des SMS. Elle m'a appelé en panique, sanglotant qu'elle ne savait pas quoi faire, et comme un idiot, j'ai tout laissé tomber pour l'aider. J'ai géré l'assurance, payé la franchise, et je l'ai même laissé s'en tirer pour les dommages qu'elle avait causés parce qu'elle avait juré qu'elle ne referait plus jamais une chose pareille. Mais elle l'a fait. Ou la fois où elle m'a convaincu de co-signer pour son premier appartement parce qu'elle avait, juste besoin d'un petit coup de pouce pour commencer. 3 mois plus tard, elle a cessé de payer le loyer, a ignoré le propriétaire et m'a laissé avec les conséquences. J'ai passé des mois à me battre pour rétablir mon crédit pendant qu'elle retournait commodément vivre chez nos parents, agissant comme si ce n'était pas grave. Ce n'est pas seulement qu'elle fait des bêtises, c'est qu'elle n'en affronte jamais les conséquences. Chaque fois qu'elle fait une erreur, quelqu'un, généralement moi, doit intervenir pour réparer pendant qu'elle joue la victime. Et le pire, c'est qu'elle ne montre même pas le moindre soupçon de gratitude. C'est comme si elle pensait que le monde lui devait un filet de sécurité. Alors, quand ma mère m'a appelé pour me dire que Sophie avait des ennuis, je n'ai pas ressenti de panique ni d'inquiétude. Je me sentais fatigué. Fatigué d'être entraîné dans ces dégâts, fatigué d'être celui qui paie toujours le prix de son imprudence. Honnêtement, j'étais plus surpris que cela ait pris autant de temps pour que quelque chose d'important se produise. J'ai soupiré, redoutant déjà ce que j'allais entendre. Quel genre d'ennui, demandai-je. Je ne demandais pas parce que je voulais aider, je demandais parce que je voulais savoir à quel point celui-ci allait être grave. Puis elle m'a asséné le coup, Sophie avait accumulé 43 500 € de dette. 40 000 €. J'ai dû le répéter dans ma tête juste pour l'assimiler. Comment quelqu'un peut-il même en arriver là? Apparemment, elle avait encore dépensé de l'argent qu'elle n'avait pas. Mais cette fois, ce n'était pas seulement les sociétés de cartes de crédit à qui elle devait de l'argent, elle avait emprunté de l'argent à des gens louches, le genre que vous n'ignorez pas simplement lorsque les factures s'accumulent. Et maintenant, il la poursuivait. Et la solution brillante de ma mère à ce gâchis? Moi, évidemment. Parce que pourquoi n'en serait-il pas ainsi? Dans son esprit, j'étais celui qui avait un emploi stable, le frère responsable, le type sur qui on pouvait toujours compter pour réparer l'irréparable. Peu importait que Sophie ait fait une erreur, ce n'était pas le problème. Le problème, c'est que je ne me précipitais pas pour la sauver. Tu dois l'aider, dit-elle, comme si mon rôle de distributeur automatique familial avait déjà été décidé. Je suis resté assis une seconde, laissant cela pénétrer. J'ai demandé, aider comment, exactement? Tu as si bien réussi, Théo. Tu peux payer pour elle, dit-elle aussi nonchalamment que si elle me demandait de passer prendre des plats à emporter. J'ai en fait laissé échapper un petit rire, non pas parce que c'était drôle, mais parce que je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Maman, je n'ai pas emprunté cet argent. Pourquoi cela devrait-il être ma responsabilité? Je ne paierai rien. Le silence qui suivit fut lourd,
comme si elle était en train d'assimiler le fait que je venais de refuser catégoriquement. Puis elle a craqué, passant directement en mode culpabilisation totale. C'est ta sœur. La famille s'entraide. Veux-tu qu'elle soit blessée? C'est ça que tu veux. Ces mots venaient vite, presque frénétiques, comme si elle ne pouvait pas croire que je ne sautais pas immédiatement pour sauver Sophie. Ce n'était pas une demande, c'était une accusation, comme si mon refus était le vrai problème ici, pas les choix que Sophie avait faits. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de ne pas perdre mon sang-froid. Maman, je l'ai aidée avant, plusieurs fois. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle claque tout en sac de créateur, vacances de luxe, et Dieu sait quoi d'autre. Elle n'assume la responsabilité de rien parce que toi et papa l'avaient toujours renflouée. Je ne le ferai pas cette fois. Mais apparemment, cette logique n'a pas été enregistrée. Sophie a des difficultés, Théo, rétorqua-t-elle. Elle n'est pas comme toi. Elle n'est pas assez forte pour gérer ça. Des difficultés, répétai-je. Elle est imprudente. Elle dépense de l'argent qu'elle n'a pas, et maintenant elle est dans le pétrin avec des gens louches. Et au lieu de s'en occuper elle-même, elle s'attend à ce que je vienne nettoyer son gâchis encore une fois. C'est ta sœur, claqua maman. La famille veille les uns sur les autres. Non, maman, dis-je, ma voix ferme. La famille ne profite pas les uns des autres. Ce n'est pas moi qui tourne le dos à Sophie, c'est moi qui refuse de cautionner ses mauvaises décisions. Elle doit grandir et affronter les conséquences pour une fois. Maman n'en démordait pas, veux-tu qu'elle soit blessée, Théo? Veux-tu avoir ça sur la conscience? Écoutez, je ne suis pas sans cœur. Je ne veux pas qu'il arrive quoi que ce soit de mal à Sophie. Mais soyons réalistes ici, c'est une adulte de 27 ans qui savait dans quoi elle s'embarquait quand elle a emprunté cet argent. J'ai dit exactement ça à ma mère, mais elle n'en démordait pas, elle n'est pas aussi forte que toi, Théo, claqua-t-elle. Tu as toujours tout maîtrisé, et elle non. Tu peux te permettre de l'aider. C'est le moins que tu puisses faire après tout ce que nous avons fait pour toi. J'ai dit, fait pour moi? Comme quoi? Me faire payer un loyer dès que j'ai eu 18 ans? Refuser de m'aider avec mes frais de scolarité? Ouais, merci pour tout ce soutien, maman. Elle est restée silencieuse une seconde, puis elle est revenue à la charge. Si tu n'aides pas, nous n'aurons pas d'autre choix que de te couper les ponts. Veux-tu ça? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Me couper les ponts de quoi? Vous ne me soutenez pas. Je me débrouille seul depuis plus d'une décennie. Vos menaces ne fonctionnent pas sur moi. Et sur ce, j'ai raccroché. Après ce jour-là, ils sont tous restés silencieux. Et j'aimerais pouvoir vous dire que c'était la fin, mais ce n'était que le début. Le silence n'a pas duré longtemps. Je suppose que j'avais sous-estimé à quel point ma mère pouvait être déterminée quand elle voulait quelque chose. Après que je les ai repoussés, elle et mon père, ils ont changé de tactique. Si l'approche directe ne fonctionnait pas, ils allaient me culpabiliser pour me soumettre. Et quand je dis qu'ils ont tout mis en œuvre, je veux dire tout mis en œuvre. Ça a commencé avec les SMS, simples au début. Des messages comme « Je ne comprends tout simplement pas comment tu peux laisser ça arriver à ta sœur ». Puis, au fil des jours, ils sont devenus plus dramatiques. Sais-tu à quel genre de personne Sophie a affaire? Ils sont dangereux, Théo. Je ne peux pas dormir la nuit à force de m'inquiéter pour elle. Je les ai ignorés au début parce que, honnêtement, je n'avais pas l'énergie de gérer la manipulation. Mais ils n'ont pas arrêté. Au lieu de cela, maman a intensifié les messages vocaux, et laissez-moi vous dire, elle a ce talent pour avoir l'air de retenir ses larmes même quand ce n'est pas le cas. Théo, a-t-elle dit dans l'un d'eux, Sophie pourrait ne pas s'en sortir si tu n'aides pas. Je ne pense pas que je pourrais vivre avec moi-même s'il lui arrive quelque chose. C'était comme un cours magistral de culpabilisation. S'il donnait des prix pour ce genre de choses, elle serait triple championne maintenant. Puis mon père, Marcel, a décidé de se joindre à la fête. Il est généralement plus un acteur silencieux dans ses drames familiaux, mais pas cette fois. Il m'a laissé un message vocal qui commençait assez calmement, « Salut Théo, j'appelle juste pour prendre de tes nouvelles. » Mais ensuite, bien sûr, ça a changé. Écoute, je sais que ta mère peut être un peu insistante, mais c'est sérieux. Sophie est dans le pétrin, et nous ne pouvons pas régler ça sans toi. Tu as toujours été le fort, le fiable. Ne nous laisse pas tomber maintenant. Cette phrase, le fiable. Mec, ça m'a mis hors de moi.
J'ai passé toute ma vie à être le fiable, et tout ce que ça m'a jamais valu, c'est plus de responsabilité et moins de reconnaissance. Fiable ne signifie pas que je suis un paillasson, bien qu'apparemment ils aient raté le mémo. Mais l'avalanche de culpabilité ne s'est pas arrêtée là. Ils ont décidé de faire appel à des renforts, la famille élargie, sortie de Dieu sait où. J'ai commencé à entendre parler de mon oncle Grégoire, à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Il m'a appelé à l'improviste, agissant comme si nous étions les meilleurs amis du monde. Salut Théo, ça fait longtemps. Comment va la vie? J'ai tout de suite su pourquoi il appelait, mais je l'ai laissé divaguer un peu avant qu'il n'en vienne au fait. Tu sais, la famille, c'est important, dit-il de ce ton trop sérieux que les gens utilisent quand ils sont sur le point de dire quelque chose qu'ils savent que vous n'aimerez pas, et Sophie, elle a des difficultés. Nous traversons tous des moments difficiles, et parfois nous avons besoin d'un peu d'aide. Grégoire, écoute, l'interrompis-je. Est-ce que ma mère t'a mis sur le coup? Il rit nerveusement, comme si je l'avais surpris. Eh bien, elle l'a peut-être mentionné. Je ne l'ai même pas laissé finir. Écoute, j'apprécie que tu prennes de mes nouvelles, mais ne pas payer la dette de Sophie, ce n'est pas ma responsabilité. On pourrait penser que ça aurait été la fin, mais non. Le lendemain, c'était ma tante Déborah, puis ma cousine Émilie. Ils avaient tous le même scénario, Sophie a des ennuis, elle a besoin d'aide, et je suis le seul à pouvoir la sauver. Je ne comprends pas pourquoi ils sont tous si préoccupés par Sophie. Ce n'est pas comme si c'était une gamine sans défense qui avait fait une erreur honnête. C'est une adulte qui dépense de l'argent comme si c'était du Monopoly et qui fait ensuite semblant d'être choquée quand la facture arrive. Ce qui a empiré les choses, c'est qu'aucun d'eux n'a même essayé de comprendre mon point de vue. Quand j'ai expliqué que je n'étais pas disposé à jeter 43 500 € pour les erreurs de quelqu'un d'autre, ils ont agi comme si je parlais une autre langue. Mais c'est ta sœur, disait-il, comme si cela devait magiquement me faire changer d'avis. Le pire, cependant, a été la campagne de dénigrement. Ma mère, dans son infinie sagesse, a décidé que si me culpabiliser directement ne fonctionnait pas, elle essaierait de retourner le reste de la famille contre moi. Elle a commencé à raconter à tout le monde sur le groupe de discussion familiale, que j'avais quitté depuis longtemps, que j'étais égocentrique, ingrat et une ordure totale. Selon elle, j'avais oublié d'où je venais et j'étais trop absorbé par ma vie sophistiquée en ville pour me soucier de ma famille. J'ai appris ça quand mon cousin Romain m'a appelé. C'est l'un des rares membres de la famille avec qui je m'entends bien, et il m'a prévenu. Mec, dit-il, Lorraine raconte des horreurs sur toi. Elle a dit à tante Déborah que tu avais dit que Sophie méritait tout ce qui lui arrivait. J'étais furieux, non pas parce que je me soucie de ce que pense Déborah, mais parce que ma mère mentait carrément sur moi pour se faire passer pour la victime. J'ai dit la vérité à Romain, que je n'avais jamais rien dit de tel, et il m'a cru. Ouais, je me doutais qu'elle exagérait, dit-il. C'est juste le bordel, mec. Le bordel ne commençait même pas à décrire la situation. Mais le vrai drame a éclaté quand Sophie a décidé de se jeter elle-même dans le chaos. Jusque-là, elle était restée silencieuse, pas un seul SMS ni appel. Je pensais qu'elle était peut-être embarrassée pour une fois. Il s'est avéré qu'elle attendait juste pour frapper. Et quand elle l'a fait, ce n'était pas subtil. Elle m'a envoyé un SMS un soir, et ce n'était pas une supplication, c'était une accusation. Je n'arrive pas à croire à quel point tu es égoïste, Théo. Tu sais que j'ai de sérieux ennuis, et tu restes là à ne rien faire. Tu es censé être mon frère. Égoïste? C'était risible venant d'elle. Toute la vie de Sophie n'avait été qu'une longue série de mauvaises décisions, avec toujours quelqu'un d'autre pour nettoyer son gâchis. Je n'ai pas répondu. Honnêtement, je ne pensais pas que cela en valait la peine. Le lendemain matin, elle a augmenté la mise. Tu as l'argent. Arrête de faire comme si c'était si grave. Paie juste, et je te rembourserai quand je pourrai. Comme si c'était une solution raisonnable. Comme si j'étais celui qui n'était pas raisonnable de ne pas débourser 43 500 € pour réparer sa bêtise encore une fois. Je n'ai pas pris la peine de répondre. Cela, bien sûr, n'est pas bien passé. Elle est entrée en crise totale, m'envoyant ces longs SMS décousus sur la façon dont je l'abandonnais et dont je ne comprendrai jamais ce que c'est que de lutter. Et puis, juste pour remuer le couteau dans la plaie, elle a ajouté, « Maman et papa ont toujours dit que tu finirais par céder. Je suppose qu'ils se sont trompés. » Cette phrase a eu un effet différent. Non pas parce qu'elle m'a fait reconsidérer quoi que ce soit,
mais parce qu'elle a confirmé ce que j'avais toujours su, ce n'était pas seulement Sophie qui était imprudente, mes parents l'avaient encouragée, lui faisant croire que je serais toujours là pour réparer son gâchis. À ce stade, j'en avais marre. J'ai arrêté de répondre aux SMS, ignoré les appels et je me suis juste concentré sur ma propre vie. Juste au moment où je pensais qu'il ne pouvait pas tomber plus bas, les culpabilisations, les embuscades, les campagnes de dénigrement, j'ai réalisé que j'avais sous-estimé jusqu'où ils étaient prêts à aller. Mes parents et Sophie avaient joué toutes leurs cartes, ou du moins c'est ce que je pensais. Il s'est avéré qu'il y avait une dernière carte cachée dans leur manche, et celle-ci a brisé toute limite que je pensais qu'ils ne franchiraient pas. J'ai reçu un appel de ma banque, et tout d'un coup, tout s'est transformé en chaos complet. Le service de détection des fraudes de la banque m'a informé d'une activité suspecte sur mon compte. Apparemment, quelqu'un avait tenté d'y accéder en utilisant des documents falsifiés qui ne correspondaient pas à leur dossier. Ils avaient essayé de changer mes coordonnées et de retirer des fonds, mais le système avait signalé la tentative comme suspecte et l'avait gelée. Bien que la banque n'ait pas pu divulguer de détails spécifiques, ils ont laissé entendre que la documentation suggérait que c'était quelqu'un de proche de moi. Quelqu'un de proche de moi. Je n'ai pas eu besoin de poser de questions à ce sujet, je savais déjà. Sophie. Qui d'autre cela pouvait-il être? Le timing était bien trop commode. Elle venait de m'envoyer un SMS pour me dire à quel point elle était désespérée, et quand je n'ai pas cédé, c'est arrivé. Je bouillais intérieurement. Falsifier des documents pour accéder à mon compte? Ce n'est pas seulement désespéré, c'est criminel. Je ne pouvais pas laisser passer ça. Ce soir-là, j'ai conduit directement à l'appartement de Sophie, ma colère à peine contenue. Sans appeler, bien sûr, parce que j'en avais fini de jouer gentiment. Elle a ouvert la porte. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» claqua-t-elle. « Tu as essayé de me voler, dis-je, allant droit au but. » Son expression a changé pendant une fraction de seconde avant qu'elle ne croise les bras. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » L'audace, cependant. Je lui ai dit, « N'essaie même pas ça, Sophie. La banque a signalé ton petit coup monté. Ils m'ont dit que quelqu'un avait falsifié des documents pour accéder à mon compte. Réalises-tu même à quel point c'est grave ?» Elle laissa échapper un soupir exagéré, comme si j'étais trop dramatique. « Oh, détends-toi, Théo. Ce n'est pas comme si j'avais vraiment obtenu quelque chose. » J'ai cligné des yeux, stupéfait de la désinvolture avec laquelle elle balayait la chose. « Me détendre ? Essaies-tu sérieusement de te défendre en disant que tu as échoué ? Tu as essayé de commettre une fraude, Sophie. C'est un crime. » Elle haussa les épaules, complètement indifférente. Qu'est-ce que j'étais censé faire d'autre? Tu ne m'as laissé aucun choix. Tu as refusé de m'aider quand j'en avais besoin. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Aucun choix, Sophie? Tu avais tous les choix. Tu aurais pu assumer tes erreurs, prendre tes responsabilités et trouver comment régler ça toi-même. Mais au lieu de ça, tu as pensé que me voler était la solution? Elle grimaça. Ne fais pas la sainte ni touche. Maman et papa ont dit que tu ne me laisserais jamais lutter. Ils m'ont dit que tu finirais par céder si je poussais assez fort. Je devais juste attendre que tu passes ta petite crise de colère. Je suis resté là, stupéfait. Petite crise de colère? Ce n'était pas de la frustration qui bouillait dans ma poitrine, c'était de la rage. Ce n'était pas seulement elle qui était imprudente, c'était des années où mes parents l'avaient choyée, nourrissant ses illusions et me traitant comme si j'existais uniquement pour nettoyer ses dégâts. Incroyable, murmurai-je, plus pour moi-même que pour elle. Comprends-tu même ce que tu as fait, Sophie? Tu as franchi une ligne, une grosse. Elle roula des yeux, s'enfonçant au lieu de reculer. Je ne suis pas la méchante ici, Théo. C'est toi. Tu as tourné le dos à la famille. Si tu m'avais juste aidé en premier lieu, rien de tout cela ne serait arrivé. C'était ça. La goutte d'eau qui fait déborder le vase. J'ai pris une profonde inspiration, non pas parce que je voulais rester calme, mais parce que je devais m'assurer de ne pas dire quelque chose que je regretterais plus tard. J'en ai fini, dis-je en me tournant vers la porte. Mais avant de partir, je l'ai regardé une dernière fois. Si jamais tu essaies encore quelque chose comme ça, je ne me contenterai pas de te couper les ponts. Je m'assurerai que les flics sachent exactement ce que tu as fait. Grandis, Sophie. Tu n'es plus une enfant. Je n'ai pas attendu sa réponse. Je suis retourné à ma voiture, l'esprit en ébullition.
Comment en était-on arrivé là? Comment ma famille était-elle devenue si toxique que ma propre sœur pensait que c'était normal de me voler et de me blâmer pour ça? Je savais que c'était fini. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Je devais couper les ponts pour de bon. Mais je savais que ça n'allait pas être si simple. Mes parents n'allaient pas laisser tomber. Sophie n'allait pas laisser tomber. Et s'ils pensaient que j'allais simplement me laisser faire, ils se trompaient lourdement. Et j'avais raison. Le lendemain, ma mère a appelé. Je n'ai pas décroché, mais elle a laissé un message vocal. Théo, ta sœur m'a raconté ce qui s'est passé, dit-elle. Je n'arrive pas à croire que tu l'aies menacée comme ça. Elle a des difficultés, et au lieu de l'aider, tu aggraves les choses. Tu devrais avoir honte de toi. J'ai écouté le message 3 fois, juste pour être sûr d'avoir bien entendu. Sophie avait essayé de me voler, et d'une manière ou d'une autre, j'étais le méchant. C'était tellement ridicule. Je n'ai pas répondu. À quoi bon? Il n'allait pas entendre raison. Mais cela ne signifiait pas que j'allais simplement laisser passer. J'ai appelé ma banque et leur ai demandé de renforcer la sécurité de mon compte, changement de mot de passe, authentification à 2 facteurs, tout le tout team. Je n'allais pas donner à Sophie ou à qui que ce soit d'autre une autre chance de jouer avec mes finances. Pendant quelques jours, les choses ont été calmes. Trop calmes. Mais s'il y a une chose que j'ai apprise sur mes parents, c'est qu'ils n'acceptent pas un non comme réponse, du moins pas les 100 premières fois que vous le dites. Ne me dites pas dans les commentaires que je pourrais simplement dire non, parce qu'ils ne le comprennent pas. Alors, quand je suis rentré du travail quelques jours plus tard et que j'ai trouvé leur voiture garée dans mon allée, je n'ai pas été exactement choqué. Agacé, bien sûr. Choqué, pas du tout. J'ai pris une profonde inspiration, je me suis garé derrière eux et je suis resté assis dans ma voiture 1 minute, me préparant mentalement. Je savais qu'ils n'étaient pas là pour une conversation amicale. Ils n'étaient pas là pour s'excuser ou essayer de se racheter. Non, ce serait une autre série de culpabilisation, de manipulation et de chantage émotionnel. Et honnêtement, j'étais déjà épuisé rien que d'y penser. Quand je suis finalement sorti de ma voiture, ma mère se tenait près de la porte d'entrée, l'air de vouloir prononcer une sorte de sermon. Mon père fixait le sol, comme s'il préférait être n'importe où ailleurs. Nous devons parler, dit ma mère dès que je fus assez proche. Je ne pense pas que nous ayons besoin, maman. Je pense que tout ce qui devait être dit a déjà été dit. Elle m'ignora, bien sûr. Ces bêtises ont assez duré. Nous sommes tes parents. Sophie est ta sœur. Ce n'est pas comme ça que les familles se comportent. J'ai déverrouillé la porte et je suis entré, m'attendant pleinement à ce qu'elle me suive. Et bien sûr, elle l'a fait, avec papa traînant derrière elle comme un chiot perdu. Tu vas juste t'en aller pendant que nous te parlons, claqua maman. Non, je rentre chez moi pour ne pas avoir à rester dehors à écouter d'autres de tes bêtises, répondis-je. Si tu vas me faire la morale, autant le faire là où je suis à l'aise. Elle n'a pas apprécié mon ton, mais honnêtement, je m'en fichais. Elle avait déjà franchi toutes les limites que j'avais essayé de fixer, alors pourquoi faire semblant que j'étais d'accord avec ça? Ma mère n'a pas perdu de temps à se lancer dans son discours habituel. Théo, tu dois arrêter cet entêtement. Sophie a des difficultés, et c'est ta responsabilité en tant que frère de l'aider. C'est la famille. Ouais, la famille. Je comprends tout à fait, dis-je. Alors laisse-moi te dire quelque chose sur la famille, maman. La famille ne ment pas, ne vole pas et ne manipule pas pour obtenir ce qu'elle veut. La famille ne s'attend pas à ce qu'une personne sacrifie tout pendant qu'une autre se la coule douce sans conséquence. Alors ne viens pas ici me faire la morale sur la famille. Mon père a finalement pris la parole. Il ne s'agit pas de prendre parti, Théo. Il s'agit de régler les choses. Tu es le seul à pouvoir le faire. J'ai ri amèrement. Régler les choses? Tu veux dire comme payer la dette de Sophie? Couvrir sa tentative de fraude? La laisser s'en tirer avec tout, comme elle le fait toujours? Ouais, non merci. J'en ai fini de régler les choses pour elle. C'est ta sœur, dit maman, sa voix montant. Sais-tu ce que ça lui ferait s'il lui arrivait quelque chose? Comment vivrais-tu avec toi-même? Et comment vivez-vous avec vous-même, rétorquai-je. Vous avez passé toute sa vie à la cautionner, à lui trouver des excuses et à me jeter sous le bus chaque fois que c'était pratique. C'est vous qui avez créé ce problème, pas moi.
Alors n'osez même pas essayer de me faire sentir coupable de ne pas nettoyer votre gâchis. Le visage de maman devint rouge. J'ai cru qu'elle allait réellement exploser. Si tu ne vas pas aider, dit-elle, alors nous n'aurons pas d'autre choix que de couper les ponts avec toi. Pas de vacances, pas de réunion de famille, rien. Je l'ai regardée, essayant de décider si elle pensait vraiment que c'était une menace. Maman, je me débrouille seule toute ma vie. Que tu me coupes les ponts, c'est comme virer quelqu'un qui a déjà démissionné. Elle ouvrit la bouche pour argumenter, mais papa la coupa. Lorraine, arrête. Ça n'aide pas, il se tourna vers moi, son expression plus douce. Théo, nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Sophie a fait des erreurs, bien sûr, mais elle fait toujours partie de la famille. Ne peux-tu pas juste faire un pas vers nous? Je ne pouvais plus le supporter. Vous entendez-vous seulement? Vous me demandez de débourser 43 500 € pour les erreurs de quelqu'un d'autre. En quoi est-ce faire un pas? Qu'est-ce que Sophie contribue à ce soi-disant compromis? Je sentais la rage bouillir dans ma poitrine, mes pensées filant plus vite que je ne pouvais parler. Chaque sacrifice que j'avais fait, chaque fois que j'avais pris les choses en main quand ils ne le faisaient pas, chaque exemple où ils avaient mis Sophie en premier, tout cela m'a frappé d'un coup. Je me suis éloigné du comptoir, mes mouvements délibérés, et j'ai marché vers la porte. Mon cœur battait la chamade, mais j'ai gardé mon visage calme. Pas de cris, pas de dispute. Il ne méritait plus autant d'énergie de ma part. J'ai ouvert la porte en grand et j'ai dit, sortez. Ma mère cligna des yeux, prise au dépourvu. Excusez-moi. Sortez, répétai-je. Cette conversation est terminée. Vous n'allez pas me culpabiliser pour payer la dette de Sophie, et vous n'allez pas me manipuler pour que je me sente mal à ce sujet. Alors, à moins que vous n'ayez quelque chose de productif à dire, vous pouvez partir. Maman avait l'air de vouloir argumenter, mais papa lui prit doucement le bras. Viens, Lorraine, allons-y, elle me lança un regard noir en passant, sa voix dégoulinant de venin. Tu regretteras ça, Théo. Retiens bien mes mots. J'ai fermé la porte derrière eux et je suis resté là. C'était calme. Enfin calme. Mais le calme n'a pas duré longtemps. Toute la situation me rongeait, et contre mon meilleur jugement, j'ai décidé de découvrir ce qui se passait avec Sophie. Peut-être que c'était de la curiosité, ou peut-être que je voulais juste savoir jusqu'où les choses avaient dégénéré. J'ai contacté un ami commun qui gardait encore contact avec elle, espérant qu'il comblerait les vides. « Qu'est-ce qui se passe avec Sophie ?» demandai-je. Je n'ai rien entendu depuis. Eh bien, tu sais, l'ami n'hésita pas, « Oh, tu n'as pas entendu ? C'est grave. Les gens à qui elle doit de l'argent ne plaisantent pas. Ils ont saccagé sa voiture, complètement détruite. Fenêtres, pneus, tout. Elle panique, disant qu'elle ne se sent pas en sécurité. J'aurais dû ressentir quelque chose. Pitié, inquiétude, quelque chose. Mais tout ce que je ressentais, c'était de l'épuisement. Elle s'était mise dans ce pétrin, et maintenant elle en récoltait les conséquences. Bien sûr, je savais que cela ne signifierait qu'une chose, plus de pression de la part de mes parents pour que j'intervienne et que je la sauve. Quelques jours passèrent, et toujours aucun contact direct de Sophie ou de mes parents. Juste le silence. C'était étrange, comme le calme avant la tempête. Et bien sûr, la tempête est arrivée, une lettre d'un avocat. Quand je l'ai ouverte, je n'arrivais pas à croire ce que je lisais. Mes parents menaçaient d'une action en justice, affirmant que j'avais une obligation morale de soutenir ma famille. Ils voulaient que je paie la dette de Sophie, et ils étaient réellement prêts à m'emmener au tribunal pour ça. Je n'arrivais pas à y croire. Après tout ce qu'ils avaient déjà fait, ils étaient prêts à aller aussi loin. Une partie de moi voulait rire de l'absurdité de tout cela, mais la plupart du temps, je me sentais juste engourdi. Ce n'était plus une famille, c'était un champ de bataille, et j'en avais fini de me battre. Ce qui me déconcertait, c'était l'audace pure et simple. C'était presque impressionnant. Regardez comme c'est ridicule, mes propres parents menaçant d'une action en justice parce que je ne voulais pas nettoyer le gâchis de 43 500 € de Sophie. C'était comme s'ils avaient abandonné toute prétention restante d'être une famille et l'avaient remplacée par une hostilité pure et simple. Je n'ai pas eu besoin de réfléchir à deux fois à ce qu'il fallait faire ensuite. Le premier appel que j'ai passé a été à mon avocat, qui, heureusement, a un bon sens de l'humour. Quand j'ai expliqué la situation, il a gloussé et a dit, « Théo, ils n'ont aucune chance.
Laissez-les déposer plainte s'ils le veulent, ça sera rejeté en cours en riant. Effectivement, rien n'est sorti de leurs menaces. Mais c'était un rappel de leur toxicité, et cela n'a fait que renforcer ma décision de couper tout contact. Qu'ils soient prêts à aller aussi loin suffisait pour moi. J'ai réalisé que je ne pouvais plus garder cette porte ouverte, même pas une fente. J'avais gardé une infime lueur d'espoir que peut-être, d'une manière ou d'une autre, nous pourrions arranger les choses, mais c'était la goutte d'eau. J'ai bloqué les numéros de mes parents ce même jour. Pas d'appel, pas de SMS, pas de messages vocaux. J'ai parcouru mes réseaux sociaux et je les ai également bloqués là-bas. Pendant que j'y étais, j'ai fait de même pour Sophie. S'ils allaient me traiter comme un ennemi, alors je les traiterais comme des étrangers. J'ai aussi dû raconter à la famille élargie ce qui s'était passé. Je savais que mes parents déformeraient l'histoire pour me faire passer pour le méchant, et je n'allais pas les laisser s'en tirer. Alors j'ai appelé mon cousin Romain, l'un des rares membres de la famille en qui j'ai réellement confiance, et j'ai tout exposé. « Mec, » dit Romain après que j'ai fini d'expliquer, « c'est insensé. Ils ont sérieusement essayé de te poursuivre en justice ? » Pas encore, dis-je, mais ils menacent de le faire. Je voulais te prévenir parce que je suis sûr qu'ils vont commencer à répandre des mensonges sur moi. Ne t'inquiète pas, dit Romain. Je te couvre. Et honnêtement, bravo d'avoir coupé les ponts avec eux. Ils ont l'air toxiques au possible. Cette conversation m'a donné la confiance nécessaire pour contacter quelques autres parents. Certains m'ont soutenu, comme Romain, mais d'autres beaucoup moins. Ma tante Déborah, par exemple, était fermement du côté de Lorraine. Théo, ce sont tes parents, dit-elle, comme si cela excusait d'une manière ou d'une autre tout ce qu'ils avaient fait. Tu ne peux pas simplement t'éloigner d'eux. Si, je peux, dis-je fermement. Et je l'ai fait. Ils ont franchi toutes les limites imaginables, et je ne vais pas les laisser continuer à me tirer vers le bas. Je savais que Déborah pensait que j'étais une sorte de déception. Elle a dit, la famille, c'est la famille, Théo. Tu le regretteras un jour. Peut-être, dis-je, même si je n'y croyais pas, mais pour l'instant, je choisis la paix. Et la paix, c'est exactement ce que j'ai eu. Seulement pour quelques jours, cependant, parce que bien sûr, environ une semaine après les avoir bloqués, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Théo, vint la voix de ma mère, sèche et accusatrice. Tu m'as bloqué. J'ai soupiré, regrettant déjà ma décision de décrocher. Oui, maman, je t'ai bloqué. Pourquoi ? Pourquoi ferais-tu ça ? demanda-t-elle, comme si la réponse n'était pas évidente. Parce que j'en ai fini, dis-je. J'en ai fini avec la manipulation, les culpabilisations, les mensonges, les exigences. J'en ai fini avec tout ça. Elle ricana. Tu es ridicule. Penses-tu vraiment que tu peux simplement nous couper de ta vie comme ça ? Oui, dis-je simplement. Je peux, et je l'ai fait. Elle a essayé d'argumenter, bien sûr. Elle m'a traité d'égoïste, d'ingrat, de sans-cœur, le discours habituel. Mais je n'ai pas mordu à l'hameçon. J'ai juste répété calmement que je n'étais pas intéressé à poursuivre cette conversation et j'ai raccroché. Puis j'ai bloqué le numéro. Après cela, j'ai redoublé d'efforts sur le plan de non-contact. J'ai dit à Romain de me faire savoir si mes parents ou Sophie essayaient de me joindre par son intermédiaire, mais sinon, je ne voulais rien entendre à leur sujet. Et pour la plupart, il a respecté cela. De temps en temps, cependant, il glissait une mise à jour. Des mois passèrent, et plus je restais sans contact, plus je réalisais à quel point j'avais manqué de choses. Sans le drame constant, j'avais tellement plus de temps et d'énergie à consacrer aux choses qui comptaient vraiment. Bien sûr, il y avait encore des moments de doute. De temps en temps, j'entendais une voix au fond de ma tête dire « Et s'ils avaient raison ? Et si tu étais égoïste ?» Mais ensuite, je me rappelais tout ce qu'ils avaient fait, tout ce que j'avais enduré, et le doute s'estompait. Jusqu'à présent, je ne savais pas ce qui était arrivé à Sophie. Récemment, j'ai reçu un autre appel de Romain. Et, je pensais juste que tu voudrais savoir, Sophie a déposé le bilan. J'ai fait une pause un instant, laissant la nouvelle pénétrer. Eh bien, dis-je finalement, peut-être que maintenant elle apprendra à prendre ses responsabilités. Peut-être, dit Romain, bien que nous sachions tous les deux que c'était peu probable. Sophie n'était pas exactement du genre à apprendre de ses erreurs. Quant à mes parents, ils ont poursuivi leur campagne de dénigrement pendant un certain temps, mais finalement,
cela a semblé s'essouffler. Je suppose que même leurs plus fidèles partisans se sont lassés d'entendre la même histoire encore et encore. Au moment où les vacances sont arrivées, j'ai ressenti une sorte de soulagement, car je savais que je n'aurais pas à passer Noël à faire semblant que tout allait bien alors que ce n'était pas le cas. Au lieu de cela, j'ai passé les vacances avec des amis, ma famille choisie. Et pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression de marcher sur des œufs. Je pouvais juste être moi-même, sans le poids constant des attentes de mes parents ou des exigences de Sophie qui me tiraient vers le bas. Les coupés de ma vie n'a pas été facile. C'était l'une des décisions les plus difficiles que j'ai jamais prises. Mais avec le recul, je sais que c'était la bonne. Parfois, il faut s'éloigner des personnes toxiques, même si c'est la famille. Et bien que ce ne soit pas toujours facile, ça en vaut la peine. Je reçois encore des nouvelles occasionnelles de Romain, bien que j'ai clairement indiqué que je ne voulais pas en entendre beaucoup. Aux dernières nouvelles, mes parents essayaient toujours de reconstruire leur réputation, et Sophie luttait pour retrouver son équilibre après la faillite. J'aimerais pouvoir dire que je me sentais mal pour eux, mais ce n'est pas le cas. Ils ont fait leur choix, et maintenant ils vivent avec les conséquences. Quant à moi, je refuse d'être un imbécile dansant sur les ficelles tenues par tous ces gros bonnets. J'avance, et je me suis entouré de gens qui se soucient réellement de moi et respectent mes limites. Je me concentre sur ma carrière, mes loisirs et mon bonheur. Et bien que je ne sache pas ce que l'avenir me réserve, je sais une chose avec certitude, je ne laisserai plus jamais personne, famille ou non, me tirer vers le bas. Merci de m'avoir suivi dans cette folle aventure. Si vous avez des personnes toxiques dans votre vie, j'espère que mon histoire vous donnera le courage de vous défendre. Vous méritez mieux.